je voulais quand même signaler, tout dernier point, que cette analyse de la Banque Centrale Européenne et des conséquences de son action sont remarquablement bien analysées dans un livre qui n'est pas traduit en français encore, mais ça sera, je ne sais pas s'il est question de le traduire ou pas. C'est le livre de Philippe Bagus, The Tragedy of the Euro, qui date de l'année dernière et qui explique de façon remarquable, entre autres, l'effet cantillon, c'est-à-dire l'effet de redistribution des richesses qui est déployé par la Banque Centrale Européenne au sein de l'Union Européenne et qui donne lieu à des tensions qui vont encore s'aviver, à des conflits entre les pays. On le voit entre l'Allemagne et la Grèce à l'heure actuelle et ainsi de suite. Donc toutes ces questions sont remarquablement bien analysées dans le livre de Philippe Bagus qui appartient pleinement à la tradition autrichienne. Voilà, je vous remercie. Allez, si personne n'a de questions, vous commencez. Moi j'en ai une immédiatement, Renaud. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée que les emprunts d'État, parce que peut-être c'est pas clair pour tout le monde, comme l'explique Hoppe, pourquoi les emprunts d'État vont conduire nécessairement à un appauvrissement de la société. Pour beaucoup de gens, l'emprunt d'État, ça peut être un investissement. Ça remet en question justement, enfin c'est même une question très vaste, hein, parce que ça pose même la question de savoir si l'État doit s'occuper des routes, etc., etc. Mais en quoi et quels sont les arguments de l'école autrichienne en matière de lien entre ces emprunts d'État et le fait que ce ne soit pas nécessairement des investissements et donc une richesse pour la société. D'accord, donc les emprunts d'État et l'investissement. Donc sur ce point, alors c'est un exemple qui me ramène aussi un petit peu au début à ce qu'avait dit hier Guido, c'est-à-dire que les Autrichiens reprennent essentiellement la vision classique des économistes classiques, une vision très solide et très saine sur ces questions, à savoir que les dépenses du gouvernement sont des dépenses de consommation. Ce sont des dépenses improductives. Un investissement, c'est une dépense qui va créer la richesse, qui va recréer la richesse correspondante, même avec un surcroît de richesse correspondant à l'intérêt ou au profit. Donc un investissement, c'est une dépense qui va recréer la richesse. On détruit les biens, les facteurs de production, mais on les remplace par d'autres facteurs ou d'autres biens qui ont davantage de valeur. C'est ça un investissement. Or, ce n'est pas ce que fait l'État. L'État, il prend des richesses et il les détruit. Il les consomme, donc c'est une consommation et non pas un investissement. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre quand justement il s'agit d'infrastructures, par exemple autoroutières, donc d'amélioration des moyens de communication, etc. Cette destruction des facteurs de production n'est pas apparente et j'ai pu observer que c'était un des éléments qui est extrêmement difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Oui, et pourtant la distinction entre consommation et investissement, c'est une distinction fondamentale. Lorsque l'État fabrique une route, il ne va pas créer la richesse qui va permettre de maintenir la route en l'état. Il va prendre des richesses chez les producteurs de richesses, il va dépenser ces richesses sur une dépense d'infrastructure qui ne va pas se justifier elle-même par une création de richesse à son tour. Donc c'est une dépense de consommation. Les dépenses de consommation ne sont pas inutiles, donc la route, elle n'est pas inutile. Les dépenses de consommation ne sont pas inutiles, elles sont même indispensables puisqu'en fait on ne produit que pour consommer. Mais ce n'est pas une raison pour confondre l'investissement et la consommation. Et là-dessus, c'est vrai que le discours, les écrits des économistes classiques sont absolument remarquables, de clarté limpide. C'était vraiment l'une des idées centrales des économistes classiques et qui les amenait, bien entendu, vers le libéralisme, puisqu'ils comprenaient que ces dépenses du gouvernement, elles étaient récupérées pour de la consommation, ce qu'ils appelaient la consommation improductive, alors que l'investissement, ils l'appelaient la consommation productive. Ils avaient des termes assez évocateurs aussi. Oui, j'ai d'abord eu une question derrière, excusez-moi, juste après. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question. L'investissement et de la consommation. Un des problèmes qu'on a en Angleterre, dans le débat, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire les dépenses de l'État, et notamment les dépenses soi-disant de l'infrastructure, c'est que justement on nous sort des textes d'Adam Smith où il est question de l'État devrait financer les ponts, les routes, etc. Donc, et ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'à l'époque à laquelle il parlait, il existait
évoqué les ponts et les routes. Donc, non seulement c'est une erreur, on pourrait dire, d'omission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pensé, mais c'est une erreur qui a pu causer des dommages au développement de la production de l'infrastructure dans le secteur privé, notamment les routes. Et ça, c'est un problème qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'on nous sort des textes de l'auteur sur les points, par exemple, de commerce international, etc., qui sont quand même bons, mais sur ce point-là, franchement, ils sont carrément zéro. Oui, c'est là qu'on voit que toutes les erreurs de raisonnement, même les plus minimes des économistes classiques, sont exploitées à fond aujourd'hui. Mais bon, c'est une lecture, bien sûr, très, très partiale des économistes classiques. Bon, ceci dit, si l'État se contentait de faire des routes et des ponts, ça ne serait pas si grave que ça. Oui, moi, je n'ai pas tout à fait compris donc, en quoi la phrase de Mankiw sur la concurrence en fait, démontre qu'il n'a pas compris donc, ce phénomène de concurrence. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la concurrence exactement? Alors, je n'ai pas tout à fait compris là, ce passage. Alors, oui, je vais reprendre, attendez, je reprenne ici. Alors, je vais comme ça. Ah, sur la concurrence. Donc, donc, dans le modèle standard de la concurrence, les acteurs ici, quand on regarde ces modèles ici, les acteurs savent déjà tout. C'est-à-dire les producteurs savent déjà comment produire, avec quoi, ils savent quoi produire et ils connaissent la demande. Et à partir de là, donc, ils connaissent tout, et à partir de là, les modèles calculent en fait le point optimal, la décision optimale à prendre pour chacun, ici pour les producteurs essentiellement, compte tenu du fait qu'on a supposé qu'ils savaient déjà tout. Ça, c'est les modèles standards de la concurrence. Or, ce que dit Hayek, juste après, ici, c'est que la concurrence, en réalité, c'est essentiellement un processus de découverte. Si on ne comprend pas la concurrence comme un processus de découverte, on passe complètement à côté du problème. En réalité, les acteurs, et surtout les producteurs, parce que les consommateurs, ils sont aidés. Les producteurs leur amènent l'information le plus possible par la publicité, par tous les moyens possibles et imaginables. Donc les consommateurs, à la limite, ils peuvent, je dirais, presque rester chez eux. Mais les producteurs, ils doivent vraiment tout découvrir eux-mêmes. Qu'est-ce que les gens veulent? Combien ils en veulent? Combien ils sont prêts à payer? Comment est-ce que je dois produire? Quelle méthode je dois utiliser? Où je dois produire? Où je dois localiser mes centres de production? Comment est-ce que j'atteins les consommateurs potentiels? Comment est-ce que je les informe? Tout est à faire. Et donc la concurrence, c'est un processus très général qui porte sur l'ensemble de ces aspects, et donc qui est ce qui permet donc de découvrir petit à petit toutes ces informations. Mais on voit bien ici que la concurrence, elle n'a pas cette forme un petit peu, je ne sais pas comment dire, limpide ou cristalline qu'on trouve dans les modèles standards. Les modèles standards, la concurrence, c'est un truc cristallin. Bon. Ici, c'est un processus de découverte. Il y a des essais, il y a des erreurs, il y a des approximations, il y a des plantages, il y a des belles réussites. On voit bien que la concurrence réelle, c'est bien ce processus-là. Alors donc, dans ce cas-là, le monopole d'État sur un domaine n'enlève pas la concurrence, alors? Il me semble que si, tout de même. Par exemple, si l'État donc, a le monopole de la construction des routes et des trains, à ce moment-là, la concurrence, elle va s'exercer dans d'autres domaines, par exemple, je sais pas, l'aviation ou d'autres moyens de transport qui vont complètement changer le paradigme du transport, en fait. Oui, la concurrence va jouer tout autour. En fait, le gouvernement, il monopolise, donc il fait une bulle non concurrentielle. Mais tout autour, la concurrence va jouer à plein. Il peut y avoir des appels d'offres auprès des producteurs de trains. Donc là, eux sont en concurrence, eux essaient d'utiliser des méthodes. Alors, ce qu'il y a, c'est que la concurrence, là, elle va jouer aussi sur l'infiltration politique, sur les groupes de pression. Elle va jouer aussi à ce niveau-là dans le lobbying. Il y a une autre dimension. Il s'agit de convaincre les politiques d'acheter plutôt tel producteur parce que c'est le producteur français ou européen, c'est le producteur local, ou parce que c'est quelqu'un qui vous a payé
qui a contribué à votre élection. En ce moment, il y a un gros scandale aux États-Unis autour de l'entreprise Solyndra, l'entreprise écologique qui a été très fortement soutenue par le président Obama et son vice-président. Elle a fait faillite, une faillite retentissante, alors qu'elle a touché des centaines de milliards de dollars. Je ne dis pas de bêtises. 500, oui, elle était des centaines de millions de dollars d'argent public, etc. Donc là, vous voyez, c'est ça aussi, c'est un autre problème qui se pose. Non seulement il y a la bulle concurrentielle, mais la concurrence, à ce moment-là, elle est dénaturée. Pour conclure, avant d'aller prendre un café, je dirais tout simplement qu'il s'est nuit à la concurrence et qu'en plus, ce type de monopole et de réglementation de ce secteur, et nous l'a beaucoup élaboré et discuté, ça appelle à de nouvelles réglementations. Donc on va avoir un enchaînement en plus qui, non seulement sur un secteur, on va avoir une nuisance de la concurrence, mais en plus qui a une tendance à s'étendre, et on peut le voir dans des tas de secteurs de l'économie. Exactement, et à politiser la production. Et à politiser la production. Et je pense qu'on est exactement dans ce problème, en plus des questions monétaires. Et d'ailleurs, on pourrait même montrer que tout est lié. Et je vous propose de descendre là.